Grand Direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Ah, que de souvenirs, c'est Jingle, Grand Direct des médias, spécial 60 ans d'Europe 1 et c'est un événement, vous le savez, pour l'occasion. Eh bien, j'ai voulu avoir ce matin autour de moi 3 patrons d'Europe 1. L'actuel, Denis Oliven, président de la Gardère Active et président d'Europe 1. Bonjour. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Alexandre Bompard, ancien président d'Europe 1 de 2008 à 2010, actuel PDG de la FNAC. Bonjour. Et en face, bonjour, Jean-Pierre Elkabbach, ancien président d'Europe 1 de 2005 à 2008 et toujours sur Europe 1. Je vais commencer avec vous, on va remonter dans le temps. Jean-Pierre, si vous voulez bien, vous avez remplacé donc Jérôme Bellé à la tête d'Europe 1. Quand on prend les commandes d'Europe 1, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est un poids ? On va ouvrir votre micro, ce sera plus pratique pour vous entendre. C'est mieux. C'est un poids, c'est une responsabilité, puis en même temps on se dit qu'il faut essayer de faire d'Europe 1 la radio numéro 1 qu'elle doit être et qu'elle a été. Mais c'était la première fois, à mon sens, qu'un président était à la fois un manager et un journaliste. Et pendant 3 ans, c'est vrai que nous avons créé l'actualité, comme aujourd'hui c'est la tradition et l'esprit, que Fabien Amias le fait avec l'équipe. Un de mes souvenirs les plus forts, moi, c'était, puisque vous m'avez demandé d'y réfléchir, la journée spéciale des 20 ans de la mort de Coluche. Ça avait été un vrai succès populaire et en même temps, pour nous, ça avait été une fidélité. J'avais dû annoncer, moi, je me souviens, au cours d'une émission qui était découverte, la mort de Coluche. Puis j'ai eu de l'amitié pour lui. Il était avant moi de 16h à 18h, comme moi je faisais découverte. Et quand il y avait un creux dans l'actualité ou quand je m'ennuyais, quand j'avais peur que l'audience baisse, j'allais le chercher, je lui dis, je t'en prie, viens. Et puis, il avait une facilité d'improvisation exceptionnelle. Et puis, j'ai toujours eu beaucoup d'amitié pour les humoristes. Ça a été lui, ça a été Thierry Luron. Et puis, Canteloup, je suis heureux d'avoir convaincu à 2 reprises Nicolas Canteloup de nous rejoindre et de rester avec nous. Nicolas Canteloup qui parle très très souvent vous, c'est clair. Il ne vous épargne pas. Écoutez. Et c'est parti pour les titres de ce lundi. Avec qui ce matin d'ailleurs ? Avec qui ? Avec moi, je l'ai. Eh oui, je veux remplacer Marco, je veux remplacer Guillaume Cao. Oui. Je veux remplacer Demorand, je vais remplacer Oliven. Je peux tout faire, je suis au taquet. Il est là, le sauveur, mesdames, messieurs de la matinale, le Zidane de l'info, le Mozart de l'interview, le Van Gogh de l'analyse politique, Jean-Pierre Elkabbach, le maestro. Allez, envoie ma musique préférée. Non, pas la musique des vacances, la musique des titres. Jingle, pardon. Musée Grévin. On vous le disait sur cette antenne, Sébastien Chabal a fait son entrée au musée Grévin. Oui. Un gros travail pour reconstituer sa barbe et ses cheveux qui ont été reconstitués. Nous informe le musée Grévin avec l'avant-bras de Linda de Souza. Qu'on embrasse Linda de Souza, qu'on embrasse sur les sourcils ou sur le front, c'est pareil, ça fait le même effet. Ah non, Jean-Pierre. Canteloup, il porte une partie de la mémoire et du rire d'Europe 1. Ça, c'est le vrai Jean-Pierre Elkabbach qui a commenté. Oui, C'était pas l'imitateur. Il m'imite tellement bien. On précise. Ça vous amuse, Nicolas Canteloup ? Oui, au début, ça me choquait, mais comme je lui avais dit, tu peux être tout à fait libre, indépendant, tu fais ce que tu veux. Je savais pas que ça allait se retourner sur moi. Et c'est réussi. Est-ce que vous, en tant qu'auditeur, vous avez un souvenir d'Europe 1 ? Un souvenir en tant que robot, j'en ai tellement depuis l'époque où j'étais jeune étudiant et qu'on écoutait, c'était le début de la guerre d'Algérie, on écoutait les grandes voix d'Europe 1, ceux qui ont été les héritiers, plutôt les fondateurs et les inspirateurs, les Siegel, Gorini, Jacques Paoli. Je suis sûr que Denis et Alexandre se souviennent aussi des éditoriaux d'Altschuler et de Claude Terrien qui avait été un ami de Camus. Puis après, il y a eu plus contemporain et plus proche de moi, les Moujotte, Villeneuve, Carrérou, Gildas, Robert Namias, les grandes voix d'Europe 1. Et je les ai en tête. Qui sont toujours sur l'antenne, justement, aujourd'hui. Mais au-delà des émissions que j'ai créées et qui continuent, moi, je voudrais dire que la vraie révolution, ça a été le tournant technologique. Tout ce qui aujourd'hui paraît évident a dû être inventé, préparé, mis en place. Et j'ai initié la révolution digitale qu'Alexandre et Denis poursuivent et ont amplifié. D'abord, Europe 1 a été la première radio à filmer les émissions du matin. D'abord le matin, et puis après, comme ça a marché, Arnaud Lagardère m'a encouragé à acheter des caméras et les placer dans les studios. Les autres radios nous ont suivis et nous sommes flattés d'être imités. Puis le deuxième point, il y en a 3. Nous avons créé les premiers podcasts.
Je savais même pas ce que c'était. Mais heureusement que... Et toujours pas d'ailleurs. Non, maintenant oui, je les pratique. Mais Olivier, mais c'est ça peut-être la responsabilité des chefs qu'ils sont, que nous sommes. À un moment, même si on ne sait pas piloter un Concorde ou un A380, on dit qu'on peut le prendre et s'y installer. Là, les podcasts, avec les équipes techniques d'Europe 1, avec Marc Gonnet, Olivier Beneuf, on les a lancés très vite. Et chaque mois, maintenant, nous sommes les numéros 1 du téléchargement. Ouais. Alexandre Bompard, vous, quand vous arrivez sur Europe 1, vous prenez la suite de Jean-Pierre Elkabbach. Vous êtes jeune, c'est pas un secret. C'est dur quand même qu'on peut apporter d'une radio aussi historique et qui a un poids aussi fort. Je me souviens la première fois que je suis arrivé rue François 1er, Jean-Pierre avait eu l'élégance de venir me chercher en bas. Et l'escalier que nous connaissons tous ici, en montant ces marches-là, je me suis dit quand même que c'est un drôle de truc et que c'était un moment assez fort de ma vie. Et au fond, c'est le constat qu'on fait tous. C'est une formidable maison qui a 60 ans. On est pendant quelques années où on exerce les responsabilités dépositaires de cet héritage et on fait tous le mieux possible. Moi, j'avais une conviction forte et que j'ai essayé de conserver tout au long de mon passage ici, c'est que, au fond, Europe 1, c'est la radio de toutes les audaces. Elle vous permet d'être audacieux. Elle vous oblige à être audacieux. Et vous savez, il y a ce grand principe en radio, on vous dit en radio, c'est une radio d'habitude, il ne faut pas trop... C'est pas vrai. Europe 1, c'est une radio d'audace. Il faut changer, il faut bouger. Nous, c'est ce qu'on avait essayé de faire et c'est ce qui continuait, c'est ce qui a été le cas avant. On l'avait fait sur l'antenne en faisant incarner le travail de cette formidable rédaction avec des nouvelles voix. C'était Marc-Olivier Fogiel, Patrick Cohen, puis Demorand, en remettant de la musique, des concerts en live, en remettant du sport, en mettant du divertissement. Moi, je crois que quand on est généraliste, il faut qu'on trouve tout sur une radio. Et puis aussi, en exhumant ces grandes marques, Jean-Pierre en parlait, le top 50, salut les copains, vous savez, cette diversification de recettes que ça permet aussi, parce que quand on est ici, il faut donner les moyens à l'antenne d'être ambitieuse, et donc il faut avoir un équilibre économique et être performant aussi là-dessus. Et j'avais vraiment toujours cette conviction, soyons événementiels, soyons audacieux, sans se prendre au sérieux, parce que c'est un ton décalé ici, il faut avoir un petit sens de la dérision, et quand on fait tout ça, on a la chance d'enclencher des belles dynamiques d'audience, des belles dynamiques de projet. Et quand on parle d'Europe 1, bien évidemment, on pense à Jean-Luc Lagardère, on pense à Arnaud Lagardère. Absolument. Je vous propose de réécouter un extrait justement de Jean-Luc Lagardère. C'était en 1986, une interview réalisée par Michel Grossier. Jean-Luc Lagardère rappelait son amour pour Europe 1. Il revenait notamment sur sa stratégie et la proximité que doit avoir la radio avec ses auditeurs. Je ne vous cacherai pas que j'ai un grand faible pour cette maison. J'ai tout de même contribué à un certain moment à la positionner au niveau où elle est aujourd'hui, mais on peut faire encore mieux. Et les choses évoluant, on peut faire plus moderne, être une nouvelle fois les leaders de ce qui peut être une révolution de la radio, qui n'est plus une télévision sans image, mais qui est une source permanente de communication avec les gens, où qu'ils soient. Denis Oliven, c'est assez visionnaire, ce que disait Jean-Luc Lagardère, c'était en 1986. Oui, et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire d'Europe 1, ce que je fais en ce moment, que je connais comme auditeur, mais sur laquelle je me penche plus précisément, c'est vrai qu'il y a eu une première période de 20 ans, qui a été la période, disons, où la station est née, avec Sylvain Foirat, avec Maurice Siegel, où sa différence s'est installée. Et puis, à partir du moment où Jean-Luc Lagardère a pris les commandes, elle est passée d'une radio différente à une radio extraordinairement influente et puissante. Et quand il a passé le flambeau à Arnaud Lagardère, c'est la troisième période, Jean-Pierre le disait, ça a été une période de modernisation, d'entrée notamment dans la modernité technologique, d'élargissement de l'empreinte d'Europe 1. Donc c'est vrai que les Lagardère les Jean-Luc d'abord, Arnaud ensuite, ont impulsé cette idée que Europe 1, qui était dans ses fondements, qu'Europe 1 doit être la radio toujours moderne. On a choisi comme slogan un temps d'avance. C'est exactement ça qui est la différence d'Europe 1. Elle doit être en avance de ses confrères, de ses consoeurs du paysage audiovisuel et au diapason de la société, une société qui bouge. Et justement, Arnaud Lagardère, vous l'aviez interrogé, Jean-Pierre Elkabbach, c'était après le décès de son père, il revenait justement sur sa prise de fonction. Il veut parler rarement. Il veut parler rarement. C'est exceptionnel de l'entendre. C'était une interview exceptionnelle. Écoutez ce petit extrait. Mon père me disait souvent, le destin d'une personne, qu'elle soit physique ou morale, c'est la rencontre d'un caractère et d'une situation. La situation, je crois que malheureusement, et je ne l'ai pas choisi, on y est, le caractère, je pense que les gènes feront la différence. Est-ce qu'il vous faisait des recommandations du style s'il m'arrive un jour quelque chose? Très souvent, mais je les garde pour moi.
Ce sera un des derniers secrets que je garderai pour moi. Voilà, Arnaud Lagardère. Donc, Mais qui c'est parlait. pour ça qu'on a beaucoup d'émotions tous à entendre la voix de Jean-Luc avec lequel on a travaillé, la voix d'Arnaud avec lequel on travaille, et qui ont poussé cette modernisation dont parlaient mes deux amis, parce qu'Europe, grâce à eux et poussée par eux, a ajouté l'image au son. Et maintenant, la radio, elle s'écoute, elle se voit, elle se regarde, elle se lit, elle se réécoute. Et c'est d'une certaine façon, grâce à la volonté de modernisation, qu'on y est parvenu. Et puis ce sentiment, quand on est là, d'être à la fois fier et très modeste. Parce que nous sommes que des passeurs, les uns et les autres. Effectivement, et il y a la liberté de ton, Alexandre Bompard, c'est important aussi sur Europe 1, la liberté de ton à l'antenne. Ah, ça fait vraiment partie de l'identité de cette station. Tout le monde y est libre de dire ce qu'il veut. J'entendais ce matin Nicolas Canteloup, c'en était une formidable expression. Je pensais à Denis et je pensais au même moment que j'avais vécu où quelquefois je me disais « Mon Dieu, Nicolas va y aller ». Oui, il y allait. Et c'est ça, c'est cette liberté. Nicolas l'exprime formidablement bien. Bien d'autres l'ont fait, bien d'autres le font encore aujourd'hui. Et c'est une des identités, un des éléments de l'identité de cette antenne. Et il le fait sur vous également, il l'a fait sur vous, 26 novembre 2010. Mais j'étais pas là. Hein. C'était la 1000e revue de presse et Frédéric Mitterrand, vous rendez hommage par la voix de Nicolas Canteloup, hommage à votre départ d'Europe 1. Écoutez. Et puis il a tenu à rendre hommage à un disparu, c'est Frédéric Mitterrand. Ah. Tu nous as quittés, Alexandre Bompard, sous l'hilarité de Jean-Pierre Elkabbach, parti trop vite d'une antenne de radio pour rejoindre la FNAC et vendre des télés comme chez Darty, proposer des CD, des DVD qui ne se vendent plus et des livres qui se vendent encore moins. Depuis le mois de juin, tu répétais sans cesse « Je veux m'en aller, je veux m'en aller, je veux m'en aller ». Et Arnaud Lagardère t'a répondu « Bon, part ». Voilà. Même avec le recul, c'est très drôle. Hein. Alors, je n'avais eu qu'un problème après ce petit passage, c'est que mes parents étaient en pleurs. Et je leur disais, je vous promets, on va s'en remettre tous ensemble. Et ça avait déclenché une émotion familiale très forte. Denis Oliven, il n'y a aucun moment où vous vous dites « Oh là là, quand même, qu'est-ce qu'on va prendre derrière ? Quelles vont être les conséquences de ce qui est dit à l'antenne ?» Que ce soit par Nicolas ou par les autres animateurs, puisque je parlais de ce ton très libre d'Europe 1. Ah non, c'est l'inverse. C'est même, je crois que l'un des grands bonheurs, l'un des grands plaisirs, l'un des grands honneurs de travailler à Europe 1, c'est précisément d'être à la tête d'une station qui a cette liberté. Elle est née comme ça. Quand elle est apparue il y a 60 ans, il y avait la radio d'État qui était très institutionnelle. Il y avait Radio Luxembourg, mais qui copiait la radio d'État. Et l'équipe d'Europe 1 a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui une radio libre. Et donc cette liberté, elle est consubstantielle, elle est vraiment essentielle à la station. Alors ça veut dire qu'on réfléchit avant de mettre quelqu'un sur l'antenne, parce qu'on sait qu'une fois qu'il y sera, il sera libre. C'est ça le problème. Et donc, non, mais il faut mettre des gens dont on se dit. C'est le cas avec Coluche, c'est le cas avec. On a mis Nicolas toutes les Canteloup. générations successives ont mis à l'antenne des gens qui ont persiflé dans le meilleur des cas, provoqué bien souvent, mais il faut qu'ils le fassent. Il y a quand même un principe et qu'on remarque avec Canteloup, c'est que on n'est pas une radio méchante, on n'est pas une radio négative, on pratique pas le ricanement négatif. Il y a une forme de joie de vivre, de bonheur, de bienveillance, même dans l'humour, même dans la provocation. Et donc les gens qui travaillent sur cette antenne sont dans ces valeurs-là. Une question que je vais poser aux trois patrons que j'ai avec moi, c'est de savoir si vous avez reçu des coups de fil, des pressions parfois sur cette antenne. Jean-Pierre Elkabbach. On a des pressions de tous les pouvoirs. De qui Non, mais de tous les pouvoirs. Qui des noms. Non, mais du patronat, des pouvoirs politiques, des partis, des gens qui ne sont pas contents, soit parce qu'ils ont. Répondez, Jean-Pierre Elkabbach. Ils ont entendu Nicolas Canteloup parce qu'ils ont entendu un papier. Mais le problème, c'est la capacité de résistance d'une équipe. Et ici, il y a de la résistance. Demandez à Fabien, demandez à nous tous. Nous avons toujours résisté. Et puis c'est la marque de l'indépendance qui fait partie des gènes de cette maison. Alexandre Bompard, des pressions ? Voilà, la pression la plus forte, c'est son jour. Finalement, c'était celle de ma maman qui me disait « Mais écoute, tu viens de prendre ton premier poste de responsabilité, tu ne peux pas te laisser ridiculiser tous les matins. » Et je lui disais « Maman, je te promets, je ne peux rien faire. » Denis Oliven. Évidemment, mais notre job, enfin je considère moi que le job du président, et c'est vrai d'Alexandre et de Jean-Pierre, c'est de recevoir toutes les pressions, mais de n'en parler jamais. Ça doit s'arrêter dans notre bureau. Il faut que les équipes soient complètement exemptes de toute forme, même d'information sur ces pressions. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, ça cesse.
Parce que quand les gens s'aperçoivent que ça n'a aucune efficacité, ils cessent de vous appeler. Mais les politiques appellent, mais les artistes aussi parfois, ça peut arriver. Tout le monde appelle, non mais Ah ouais. parfois même les annonceurs appellent. Je veux dire, il y a des entreprises qui sont... Et c'est légitime d'ailleurs, vous êtes annonceur dans une station et tout à coup il y a un papier dans l'info qui est très désagréable. La FNAC vous appelle des fois? On appelle tout le temps. Non, Mais je lui dis, fais gaffe, je vais en parler à Canteloup. Jean-Marc, est-ce qu'on peut vous poser une question? Oui. Vous avez travaillé sur la présidence des Trois. Oui. Est-ce une seule fois, on vous a donné une orientation politique ou une consigne? Jamais. Ou une interdiction? Jamais, ça je le dis partout et je le dis sans arrêt, c'est vrai qu'il y a une vraie liberté. Je crois que les auditeurs l'entendent de Et toute façon. pourtant, comme disait Alexandre, vous osez. Ouais. Oui, vous recevez des coups de fil concernant l'émission, mais ça redescend jamais. C'est ce que j'ai appris à plusieurs reprises. Jamais ça arrive jusqu'à moi. Et c'est ça aussi qui est fort. Alexandre Bompard, il y a un souvenir, je crois. Enfin, il y a beaucoup de souvenirs d'Europe 1, bien évidemment, mais il y a un souvenir qui vous a marqué. C'était cette folle journée du 1er avril 2010. Rappelez-nous ce qui s'est passé sur l'antenne d'Europe 1. Oui, c'est une journée où on avait décidé d'intervertir les rôles. Donc c'est toute la journée, les émissions étaient les mêmes, mais les animateurs et journalistes différaient. C'est Laurent Ruquier qui présentait la matinale, et puis ça enchaînait comme ça jusqu'au soir. Michel Drucker faisait On va se gêner, par exemple. Faisait On va se gêner. Je crois que vous faisiez Café Crime. Exactement. Nagui et Baffy faisaient l'émission de Michel Drucker le soir. Marc-Olivier faisait celle de Nagui. Absolument, Marc-Olivier faisait celle de Nagui. L'idée de cette émission, c'était... Il faut qu'on soit audacieux tout le temps. Il faut qu'on crée des événements tout le temps. Et j'aimais bien cette idée de bande qu'on avait créée, parce qu'Europe 1, je crois que c'est une bande, ça l'a toujours été. Il y a un esprit d'équipe particulier, pas seulement des animateurs et des journalistes, des techniciens de toute la maison. Et c'était une journée qui avait diffusé quelque chose de très particulier. C'est incroyable. Ça avait été une très belle journée d'événements, de plaisir, de dérision, d'imperfection parfois. Mais ça avait été vraiment une journée dont je me souviendrai longtemps, et je crois les équipes, de temps en temps, je les croise, j'ai le bonheur de les croiser aussi. Denis Oliven, un souvenir depuis que vous êtes à la tête? Moi, j'ai un souvenir, il n'est pas gay, mais enfin, si, il est très très gay. Oui, il est très très gay, mais ce qu'il avait précédé ne l'était pas, c'est la libération de Didier François. Parce que, d'abord, en raison des liens que j'avais avec lui, mais simplement en raison de la responsabilité, de notre responsabilité à tous pendant les longs mois de sa détention. On a vu depuis ce qui pouvait se passer pour des otages. On a vu des choses horribles. Et donc, pendant les longs mois de cette détention, moi, il n'y a pas une journée, pas une soirée dans laquelle je n'ai vécu dans l'inquiétude qu'il lui arrive quelque chose. Et quand il a été libéré, ça a été vraiment... Et puis l'explosion de joie que ça a été ici. Alexandre parlait de l'équipe, de la famille, et c'est vrai qu'il y a tout à coup eu, autour de Didier François, parce qu'on avait tous vécu dans cette angoisse, on était tous mobilisés, il y a eu une explosion de joie fraternelle, on a pleuré, on a ri, c'était vraiment un moment qui me marquera pour ma vie entière. Ouais, je crois qu'on est tous marqués par ce moment-là. Et Nicolas Canteloup avait été marqué également, parce que vous n'allez pas y échapper, Denis Oliven, bien évidemment, avait été marqué par ce retour également, et il l'avait interprété à sa façon en vous mettant en scène. Denis Oliven, vous êtes le patron d'Europe 1 et donc de Didier François. Oui, tout d'abord, bonjour à toute l'équipe de la rédaction. Ah, bien la voix. Permettez-moi, oui, j'ai bossé. Permettez-moi, ce matin, après une semaine de libération de nos amis ex-otages, de dire que je suis à nouveau très heureux du retour de nos amis. Génial. Premièrement, donc, de la joie, bien sûr. Julie, Jean-Philippe, bon courage pour cette semaine. Deuxièmement, inquiétude, car j'ai trouvé Jean-Pierre François, c'est vrai, très fatigué. Attendez, mais Denis, c'est Didier François. Vous savez, Jean-Pierre François, c'est le chanteur de Je te survivrai. Ça n'a rien à voir quand même. Hein. D'accord. Donc, le gars de chez nous, ce n'est pas Jean-Pierre François. Non, d'accord. Pas du tout, non. Alors là, Julie, je vais vous dire franchement, en tant qu'individu et humaniste, vous me rassurez, parce que je me disais, waouh, la vache, il a morflé. Alors, du coup, bon, j'ai commis un petit impair peut-être, et je m'en excuse d'avance. Je lui ai fait livrer 7 cartons de Revitalift d'Inès. Du coup, il ne va pas comprendre pourquoi. Oh là là, Inès, vous lui avez piqué ses produits? Denis, ils sont où mes Revitalift? Je t'expliquerai, Bibis. Voilà, Nicolas Canteloup. Oui, parce que moi, Jean-Marc, j'ai double peine, moi. Oui. Il y a moi et il y a Inès. Exactement, il y a les deux. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Et puis le fait de réunir 2 anciens et un actuel patron d'Europe 1, ça montre également l'esprit Europe 1. Et merci à tous les trois d'avoir accepté d'être sur ce plateau ce matin. Denis Oliven, président de la Gardère Active, Alexandre Bompard, ancien président d'Europe 1 et actuel PDG de la FNAP, et Jean-Pierre Alcabache, ancien président d'Europe 1 et qu'on retrouve dans l'interview politique et le grand rendez-vous. Merci. Europe 1, il est toujours là.